Bonjour chère étudiante, chers étudiants. Je suis Madame Ben Ammar Leila, votre chargée de cours du module biochimie microbienne. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre premier cours, une introduction générale sur le module. Les micro-organismes sont capables d'effectuer une grande diversité de réactions biochimiques. Ces réactions peuvent se traduire par une multiplication, c'est-à-dire une production de biomasse, par une transformation ou bien une dégradation d'un substrat en un produit ou même en production. Quand on parle de la production ici, on parle de la production des différentes substances organiques ou même minérales. Ces réactions biochimiques peuvent se traduire également en maintenance ou bien entretien. La maintenance, on parle ici de la maintenance cellulaire suite à un endommagement, d'un mécanisme. Ici, la cellule ou bien le micro-organisme va intervenir pour réparer cet endommagement. Ils peuvent se traduire également en expression de propriétés, comme le cas de la mobilité par exemple, parce qu'ici on parle principalement de certains caractères qui sont spécifiques à tel ou tel micro-organisme, comme le cas de la mobilité ou bien la luminescence, c'est-à-dire la capacité d'un micro-organisme à émettre de la lumière. Pour effectuer les différentes tâches qu'on a citées, on aura besoin de quoi? On aura besoin de l'énergie. Non seulement on aura besoin d'énergie, mais d'éléments nutritifs. Mais principalement, les éléments nutritifs se trouvent dans le milieu extérieur. La cellule peut puiser les différents éléments nutritifs à partir de son environnement. Et on aura besoin également de l'élément clé qui est l'énergie. Mais la question qui se pose, d'où provient l'énergie qu'on aura besoin pour les différentes réactions biochimiques? L'énergie nécessaire, elle provient de deux mécanismes différents. Soit elle provient d'une manière indirecte ou bien d'une manière directe. Directement comment? Par l'utilisation de l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, on parle ici principalement de quoi? On parle de la photosynthèse. Ou bien l'énergie peut provenir d'une manière indirecte. On appelle ça l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est quoi? C'est l'oxydation. Là, elle provient suite à l'oxydation des substances organiques ou bien minérales. L'énergie, elle peut provenir soit d'une manière directe, suite à la photosynthèse, ou bien suite à une dégradation, à une oxydation des différentes substances organiques ou bien minérales. Ici, tout dépend de la nature du micro-organisme. Est-ce qu'il est capable de faire la photosynthèse ou non? Dans le cas où il peut effectuer la photosynthèse, l'énergie, elle provient essentiellement sous forme d'énergie lumineuse. Dans le cas contraire, elle provient de l'oxydation des différents types de substances. D'accord? Maintenant, on passe à une notion assez importante en biochimie. C'est la notion du métabolisme. C'est quoi la définition du métabolisme? Le métabolisme, il désigne chez les bactéries, comme chez toutes les autres cellules vivantes d'ailleurs, l'ensemble des processus biochimiques cellulaires de transformation de la matière et de l'énergie. En d'autres termes, je vais réexpliquer différemment. Le métabolisme, tout simplement, c'est un processus biochimique ou bien c'est un ensemble de réactions biochimiques qui s'effectuent au sein de la cellule, qui engendre des transformations de matière et d'énergie. C'est un recyclage de la matière et d'énergie. Le métabolisme, il est basé sur deux notions assez importantes, la notion de dégradation et de biosynthèse. D'accord? Biosynthèse et dégradation. Le métabolisme peut s'effectuer dans le sens de dégradation, c'est-à-dire on dégrade, ou bien dans le sens de la biosynthèse. Dans l'ensemble, les grandes voies métaboliques générales des bactéries sont similaires à celles des autres cellules vivantes et obéissent au même principe de fonctionnement.
Mais bien sûr, les bactéries possèdent cependant certaines particularités métaboliques et même des métabolismes spécifiques. C'est-à-dire que quand on parle des cellules eucaryotes, les cellules eucaryotes et même les cellules prokaryotes, si on les compare, on trouve qu'ils partagent les mêmes voies et les mêmes particularités métaboliques. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions, principalement dans le cas des cellules prokaryotes. Toujours les cellules prokaryotes, on rencontre au sein de ce type de cellules certaines particularités qu'on va voir au fur et à mesure de ce module. Mais le plus souvent et généralement, le métabolisme, il remplit globalement deux fonctions, lesquelles, principalement, le métabolisme, il fournit aux cellules les précurseurs chimiques indispensables à la biosynthèse de leurs composants. C'est quoi un précurseur? Un précurseur, c'est une molécule organique simple qui participe à la synthèse de grosses molécules. C'est-à-dire, en d'autres termes, le métabolisme, il permet de fournir des précurseurs, c'est-à-dire des molécules simples qui vont contribuer à la synthèse ou bien à la biosynthèse des différents macromolécules ou les différents composants cellulaires. Ça, c'est le premier rôle du métabolisme. Le deuxième rôle, c'est quoi? C'est de couvrir les besoins énergétiques nécessaires aux biosynthèses et aux autres activités vitales annexes. C'est-à-dire que le deuxième rôle du métabolisme, c'est de fournir de l'énergie. C'est le recyclage d'énergie, le recyclage de l'ATP. En quoi on aura besoin? C'est-à-dire, l'ATP, elle est utile en quel sens? Donc, l'ATP, elle est nécessaire dans le cas de biosynthèse, quand on veut synthétiser des molécules. Et en même temps, elle est nécessaire dans d'autres activités annexes, c'est-à-dire dans certains caractères particuliers, comme le cas de la mobilité bactérienne. Dans certains cas, on a des bactéries mobiles et des bactéries immobiles. Dans le cas d'une bactérie mobile, on aura besoin de l'énergie pour cette mobilité, d'accord? On aura besoin de l'énergie, par exemple, dans le cas de la synthèse de capsules. La capsule, c'est un élément facultatif au sein de la cellule bactérienne. C'est clair? Donc, les activités métaboliques bactériennes peuvent globalement être classées en deux types de métabolisme, aux finalités apparemment opposées, mais en fait complémentaires, lesquelles c'est le catabolisme et l'anabolisme. Donc, le métabolisme, il est classé en deux types de métabolisme, le catabolisme et l'anabolisme. Les deux processus, certes, ils sont opposés, mais ils sont complémentaires. D'ailleurs, vous voyez ici, la réaction, elle est réversible. C'est-à-dire, on passe de l'anabolisme au catabolisme et du catabolisme vers l'anabolisme. On va faire une petite définition des deux types de métabolisme. On commencera tout d'abord par l'anabolisme. Donc, c'est quoi l'anabolisme? L'anabolisme, c'est l'ensemble de réactions de synthèse cellulaire à partir de métabolites de base issus du catabolisme et d'éléments du milieu qui aboutissent à des constituants macromoléculaires. En d'autres termes, c'est quoi l'anabolisme? L'anabolisme, c'est un ensemble de réactions de synthèse ou bien de biosynthèse. C'est-à-dire l'anabolisme, on va synthétiser des macromolécules. À partir de quoi? À partir de certains métabolites qui proviennent essentiellement du catabolisme et dans d'autres cas du milieu. C'est-à-dire on peut puiser ces molécules ou bien ces précurseurs soit comme des sous-produits du catabolisme ou bien à partir du milieu extérieur, de l'environnement. Et à la fin, on aura quoi comme produit? Les macromolécules. Donc l'anabolisme, c'est quoi? C'est la biosynthèse. D'accord? Et bien sûr, quand on parle de l'anabolisme, on parle d'une consommation d'énergie. C'est-à-dire que lors des réactions anaboliques, on va gaspiller de l'énergie. D'accord? On va fournir de l'énergie, de l'ATP pour synthétiser de nouvelles molécules.
Tandis que lors du catabolisme, d'accord, déjà, c'est quoi le catabolisme? Le catabolisme, c'est l'ensemble des réactions de dégradation permettant la récupération d'énergie biologiquement utilisable et la production de métabolites de base à partir des substances organiques ou de réserves cellulaires. Donc, je vais expliquer d'une manière plus simple. C'est quoi le catabolisme? Donc, le catabolisme, c'est un ensemble de réactions de dégradation. Dégradation de quoi? Dégradation de macromolécules en molécules plus simples. Cette fois-ci, lors du catabolisme, on va récupérer de l'énergie, c'est-à-dire on va produire de l'énergie, contrairement à l'anabolisme. Donc, lors de l'anabolisme, on va gaspiller de l'énergie, on va utiliser de l'énergie, tandis que lors du catabolisme, on va produire de l'énergie. D'accord? Et c'est ça la différence primordiale entre les deux mécanismes. C'est pour cette raison-là que j'ai expliqué précédemment qu'il s'agit de deux processus opposés, mais qui sont complémentaires. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à une autre notion assez importante. Bon, toutes les voies métaboliques sont composées de chaînes de réactions successives. Bon, lors de ce module, on va parler de différentes voies métaboliques, mais vous devez tout d'abord savoir le principe des voies métaboliques, parce que toutes les voies métaboliques, même si elles sont différentes, elles ont tous le même principe. C'est quoi ce principe-là? Donc, vous voyez ici une voie métabolique très simple. Elle est composée de combien? Donc, on a 4 réactions. Donc, vous voyez ici le substrat initial, on appelle ça le substrat initial, et le X, le produit final. Donc, ça, c'est l'exemple illustratif d'une voie métabolique. Donc, la voie métabolique, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une chaîne de réactions successives, c'est-à-dire d'un enchaînement de réactions biochimiques successives, l'une après l'autre. A, B, c'est la première réaction. Par la suite, le B, il va donner le C, deuxième, et ainsi de suite. La numérotation ici, elle représente quoi? Elle représente les enzymes qui catalysent la réaction biochimique. Donc, je vais vous expliquer le principe, le mécanisme de fonctionnement d'une voie métabolique. Donc, vous voyez ici le A qui va donner le B. On appelle le A le substrat. Suite à la catalyse enzymatique d'une enzyme X, il va donner quoi? Il va donner un produit. Donc, le substrat va être dégradé en un produit sous l'action d'une enzyme. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le B va être catalysé en C. Maintenant, le B ici, il représente le produit. Mais lors de la deuxième réaction, le B qui va donner le C, ici le B, c'est le substrat de cette réaction et qui va donner le produit C. Donc, en résumant cette partie-là, donc le substrat A, il va donner le produit B lors de la première réaction biochimique. Le produit de la première réaction, il va se transformer en substrat pour la deuxième réaction et il va donner le produit C. C'est la même chose ici. Le produit C ici, il va jouer le rôle de quoi? D'un substrat pour la troisième réaction pour donner le produit D. Par la suite, lors de la quatrième réaction biochimique, le D, qui était le produit de la réaction 3, il va se traduire en un substrat pour être catalysé finalement en un produit X. X ici, on appelle ça le produit final. Pour quelle raison produit final? Parce qu'il ne sera pas catalysé dans une autre réaction biochimique. Donc ça, c'est le substrat initial et X, c'est le produit final. Donc c'est ça le principe d'une voie métabolique, un enchaînement de plusieurs réactions biochimiques où on aura l'intervention de plusieurs types d'enzymes, représentés ici par des chiffres, et lors de chaque réaction biochimique, le produit de cette réaction,
il va se traduire en substrat de la deuxième réaction et ainsi de suite. Donc, bon, ça c'est la première spécificité d'une voie métabolique. La deuxième spécificité du métabolisme, c'est la catalyse des réactions. C'est-à-dire, quand on parle de la catalyse, on parlera principalement de quoi? J'ai dit que le substrat A, il a été catalysé en produit B. Le substrat B, il a été catalysé en produit C. Mais sous l'action de quoi? J'ai parlé tout à l'heure du mot enzyme. Mais l'enzyme, il s'agit de quoi exactement? On parle ici de catalyseur. Catalyseur. Donc, ici, pour transformer le substrat en produit, on aura recours à quoi? À un catalyseur. Le catalyseur ici, il peut être un catalyseur physique, chimique ou bien biologique. Physique ou bien chimique, c'est comme quoi? Par exemple, la chaleur. Par exemple, le substrat A peut se transformer en produit B sous l'action de la chaleur. Ici, le catalyseur est physique. Le substrat A peut être catalysé en produit B sous l'action d'une base ou bien d'un acide. On parlera ici d'un catalyseur chimique. Mais dans le cas où on aura recours à une molécule biologique, on ne parle plus de catalyseur, mais de biocatalyseur. Biocatalyseur, parce qu'il s'agit d'une molécule biologique. Le biocatalyseur, il est appelé quoi? Communément, enzyme. D'accord? Donc, le biocatalyseur, c'est l'enzyme. Donc, au sein de la cellule vivante, bien sûr, pour catalyser une réaction, on n'aura pas recours à des catalyseurs chimiques ou bien physiques. Non, on aura toujours recours à des biocatalyseurs qu'on appelle enzymes. D'accord? Donc, avant de définir c'est quoi une enzyme, je vais vous expliquer juste une notion importante. Le mot enzyme, on peut l'utiliser au masculin comme on peut l'utiliser au féminin. C'est-à-dire, on peut dire un enzyme ou bien une enzyme. Les deux notions sont correctes. Mais le plus souvent, en littérature scientifique, on parle du mot enzyme au féminin, c'est-à-dire une enzyme. Mais c'est pas faux de dire un enzyme. D'accord? Donc, je vais vous donner une petite définition de la notion enzyme. Donc, déjà, le mot enzyme, il est emprunté de l'allemand enzyme, composé d'un préfixe en, en, et du radical zoom, d'accord, qui veut dire levain, à partir du levain, d'accord. Quand on parle de l'enzyme, on parle principalement de protéines. On dit toujours, ou là, le plus souvent, que les enzymes sont des protéines. Mais ici, c'est une information un petit peu erronée. Pour quelle raison? Non, il faut dire que la plupart des enzymes sont des protéines. Ici, c'est juste. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ribosymes. Les ribosymes, c'est des molécules qui possèdent des activités catalytiques, mais qui ne sont pas de protéines. Donc, pour qualifier une enzyme de protéine, on parle principalement de protéines enzymatiques. Protéines enzymatiques. Parce que quand on parle du mot enzyme en général, les enzymes englobent les protéines enzymatiques, qui sont des protéines, et les ribosymes, qui sont des ARN dotés d'une activité catalytique. C'est clair? Donc, les enzymes sont des biocatalyseurs capables d'accélérer une réaction biochimique qui se déroule dans la cellule sans modifier le produit. D'accord? Sans modifier le produit. Donc, les enzymes ainsi sont capables d'accélérer jusqu'à des millions de fois la réaction biochimique du métabolisme, sans pour autant modifier l'équilibre formé. Donc, les enzymes agissent à faible concentration et se trouvent intactes à la fin de la réaction enzymatique. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, quand le substrat A est dégradé en produit B, l'enzyme A, elle restera intacte à la fin de la réaction biochimique et elle va accélérer la réaction. Parce que la réaction A, bien le substrat A, quand il sera catalysé en produit B, cette réaction-là, elle peut avoir lieu sans catalyseur ou bien sans biocatalyseur, mais
on peut attendre des milliers, voire des millions d'années. Au sein d'une cellule bactérienne, on ne peut pas attendre tout ce temps-là. Donc, l'enzyme intervient pour accélérer les réactions biochimiques. Bon, les enzymes sont classées en fonction de différents types. On a plusieurs classifications d'enzymes. Mais ici, je veux classer les enzymes en fonction de leur lieu d'action. En quoi? En fonction de leur lieu d'action. En endo-enzymes et exo-enzymes. Endo-enzymes et exo-enzymes. C'est-à-dire, au sein de la cellule bactérienne, la microbienne, les enzymes sont synthétisées bien sûr à l'intérieur de la cellule. Mais par la suite, en fonction de leur rôle, on les classe en endo-enzymes ou bien en exo-enzymes. Quand je parle de leur rôle à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la cellule. C'est-à-dire que les enzymes peuvent catalyser le substrat soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, c'est-à-dire en fonction de la localisation des enzymes. C'est pour cette raison-là qu'on a dit, en fonction de la localisation, les enzymes se trouvent sous deux formes, les endo-enzymes et les exo-enzymes. Exo à l'extérieur de la cellule, endo à l'intérieur de la cellule. Donc, les exo-enzymes sont sécrétés dans le milieu extérieur ou bien dans le milieu externe. D'accord? Ça, c'est le plus souvent. Mais dans certains cas, les enzymes, les exo-enzymes, on peut les rencontrer liés à la surface externe des micro-organismes, c'est-à-dire ils sont excrétés dans le milieu extérieur, mais ces enzymes restent liées à la surface externe de micro-organismes, ou bien on les rencontre séquestrés dans l'espace périplasmique dans le cas des bactéries Gram négatifs. C'est clair? Donc, je répète, les exo-enzymes se retrouvent à l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire ils sont sécrétés dans le milieu externe, mais dans certains cas, on peut les rencontrer toujours à l'extérieur de la cellule, mais toujours liés à la surface externe de micro-organismes, ou bien, dans certains cas rares, principalement chez les bactéries Gram négatifs, on les rencontre dans l'espace périplasmique. Ça, c'est en ce qui concerne les exo-enzymes. Maintenant, les exo-enzymes, c'est quoi leur rôle? Leur rôle primordial, c'est de dégrader les macromolécules qui se trouvent à l'extérieur, comme le cas des protéines, les lipides, les glucides complexes, et ainsi de suite. Tandis que les endo-enzymes se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire les endo-enzymes, c'est des enzymes synthétisées à l'intérieur de la cellule et ils resteront stockés à l'intérieur de la cellule, le plus souvent dans le cytoplasme. Bien sûr, quand je dis cytoplasme, ici dans le cas des cellules prokaryotes, vu qu'on n'a pas d'organites, donc on les rencontre dans le cytoplasme. Mais dans le cas des cellules eucaryotes, on les rencontre soit dans le cytoplasme ou bien à l'intérieur des différentes organites. C'est clair? Donc, les endo-enzymes se retrouvent à l'intérieur de la cellule et leur rôle principal, c'est de participer au métabolisme intermédiaire de la cellule. C'est-à-dire que les endo-enzymes interviennent dans la catalyse des différentes réactions biochimiques des voies métaboliques. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc ici, vous voyez un exemple d'une réaction biochimique où le substrat il est catalysé en produit sous l'action d'enzymes. Ici, on va rencontrer une réaction, bien des réactions beaucoup plus complexes. Ici, il s'agit d'une voie métabolique. Vous voyez ici, dans la partie horizontale, ça c'est une voie métabolique principale. Vous voyez ici, on a 5 réactions différentes. La première réaction, on a l'intervention de l'enzyme 1, enzyme 2, 3, 4 et 5. On a appelé ça comment? Le substrat initial. Le F, c'est le produit final. D'accord? Ça, c'est une voie métabolique. Dans le cas où l'un des intermédiaires, on appelle ça les intermédiaires, le B, le C, le D et le E.
c'est les intermédiaires métaboliques. Intermédiaires. Si l'un des intermédiaires intervient en une autre voie, on appelle ça voie métabolique secondaire. Pour quelle raison? Parce que le substrat initial, c'est l'intermédiaire d'une autre voie métabolique principale. Vous voyez ici le A, il est libre. Donc, on appelle ça une voie métabolique principale. D'accord? Mais ici, c'est quoi le substrat initial? C'est le C. Et le C ici, c'est un intermédiaire d'une autre voie métabolique. Donc, cette voie métabolique-là, elle est appelée voie métabolique secondaire. Et celle-là, voie métabolique principale. J'espère que c'est clair aussi. Maintenant, je vais vous expliquer une partie assez importante concernant la classification des enzymes. Parce que les enzymes sont classées en fonction de différents paramètres. On a vu la classification en fonction de la localisation en endoenzymes et exoenzymes. Et ça, c'est la classification conventionnelle. On dit conventionnelle ou bien officielle. D'accord? En fonction de la classification officielle, on a 6 classes d'enzymes. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. D'accord? Donc, on a 6 classes. Pour quelle raison? En principe, vous avez un module d'enzymologie en S2. Mais je suis dans l'obligation de vous expliquer ces classes-là parce qu'on aura besoin de connaître les différentes classes parce que toutes les enzymes, les différentes classes vont intervenir dans les différentes voies métaboliques. Donc, c'est très utile de savoir la fonction de chaque classe. Donc, on va commencer tout d'abord par la première classe, c'est celle des oxydoréductases. Les oxydoréductases. Donc, les enzymes oxydoréductases, c'est des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. Quand on parle d'oxydoréduction, donc on parle principalement d'un transfert d'électrons à partir d'un substrat vers un accepteur terminal. D'accord? Bon, généralement, le transfert d'électrons, il peut être couplé à un transfert de protons ou non. Donc, vous voyez ici une réaction d'oxydoréduction. Une réaction couplée, oxydation et réduction. Donc, vous voyez ici le A, d'accord? C'est une molécule réduite. C'est réduite, d'accord? Et ici, le B, c'est une molécule oxydée. Donc, une molécule, quand elle est réduite, elle va jouer le rôle de donneur d'électrons, d'accord? Donneur d'électrons, tandis qu'une molécule, lorsqu'elle est oxydée, elle va jouer le rôle d'accepteur d'électrons, d'accord? Accepteur d'électrons. Donc, la première réaction, celle-là, c'est une réaction d'oxydation. Pour quelle raison? Parce qu'on a perdu des électrons. Donc, vous voyez ici la molécule réduite, c'est le donneur des électrons. Elle a généré le produit oxydé. Et ici, c'est l'inverse. C'est une réaction de réduction parce qu'on a un gain d'électrons. Et ça, c'est la réaction globale. D'accord? Donc, les oxydoréductases, c'est les enzymes qui interviennent pour catalyser la réaction d'oxydation ou bien la réaction de réduction. La deuxième classe, c'est les transférases. Les transférases catalysent les réactions de transfert d'un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre. C'est quoi un groupement fonctionnel? Le groupement fonctionnel, c'est comme l'exemple OH, hydroxyle, par exemple COH, carboxyle, CH3, CHO, et ainsi de suite. Donc, les enzymes transférases, c'est des enzymes responsables de la catalyse ou bien d'un transfert d'un groupement fonctionnel, ici représenté en jaune, un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre, du B vers le C. D'accord? Donc, le groupement fonctionnel ici, c'est le B. Il est transféré de la molécule A vers la molécule C. Donc, quand on transfère un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre, on appelle ça transférase. La troisième classe, c'est celle des hydrolases. Les hydrolases, il permet la coupure ou il permet de scinder, d'accord, les liaisons par exemple CO, CN, CC, d'accord. Il permet de scinder les liaisons
d'une manière hydrolytique, c'est-à-dire par addition d'H2O. On appelle ça l'hydrolyse hydrolytique. Hydrolyse hydrolytique, pour quelle raison? Parce qu'on aura recours à une molécule d'H2O. D'accord? Donc vous voyez ici le substrat plus H2O, on a recours à notre produit. Donc les hydrolases, c'est des enzymes qui permettent de scinder la liaison en présence d'une molécule d'H2O. On appelle ça hydrolyse hydrolytique. La troisième catégorie, c'est les liases. Les liases, appelées également les synthases. Synthase, c'est pas synthétase, c'est les synthases. Bon, les liases, ils permettent la coupure d'une liaison, d'accord, entre le CC, CO, CN, d'accord, en formant des doubles liaisons ou bien des cycles, d'accord. Donc, tout simplement, ou d'une autre manière, les liases ou bien les synthases permettent de briser une liaison en formant une autre liaison, une double liaison, une liaison covalente. D'accord? Donc, la liaison ici entre le A et le B, c'est une liaison covalente, une double liaison. Dans certains cas, on aura recours à la formation d'un cycle. C'est comme par exemple le cycle, comme le cas de phénylalanine. D'accord? Ça, on appelle ça cycle. La cinquième classe, c'est les isomérases. Les isomérases, c'est des enzymes qui permettent de catalyser les réactions d'isomérisation. Les réactions d'isomérisation, c'est-à-dire un changement structural dans une molécule. Un changement structural dans une molécule. En d'autres termes, ici, on aura recours à un transfert d'un groupement d'un atome à une autre au sein de la même molécule. Je répète, l'isomérase, elle permet de catalyser les réactions d'isomérisation, d'accord, au sein de la même molécule, c'est-à-dire on aura recours au transfert d'un groupement fonctionnel d'un atome à une autre au sein de la même molécule. On appelle ça un réarrangement intramoléculaire. Pour quelle raison intramoléculaire? Parce que le transfert, il a eu lieu au sein de la même molécule, intra. Juste par exemple de l'atome numéro 1, du carbone numéro 1 vers le carbone numéro 6. Ça, c'est l'isomérisation. Et on appelle ça un réarrangement intramoléculaire. Alors que lors de l'intervention des transférases, on aura recours à un transfert d'un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre. Une molécule à une autre, et on appelle ça un réarrangement intermoléculaire. Intermoléculaire entre deux molécules, intramoléculaire au sein de la même molécule. La sixième et la dernière classe, c'est les ligases ou bien les synthases. Ligases ou bien synthases. Les ligases, ils permettent de créer une double liaison, d'accord? Une double liaison ou bien une liaison covalente entre deux molécules, mais toujours cette formation de liaison, elle est couplée à l'hydrolyse d'une molécule énergétique, XTP, ici ATP, GTP ou autre. Donc, on aura la formation d'une double liaison entre deux molécules A et B, donc ici AB, une double liaison en consommant une molécule énergétique, de l'ATP, de GTP, CTP, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce genre de réaction, c'est des réactions anaboliques. Si vous vous souvenez, j'ai parlé précédemment des réactions anaboliques et j'ai expliqué que lors des réactions anaboliques, on aura recours à une consommation des molécules énergétiques. Donc, les ligases interviennent uniquement dans le cas des réactions anaboliques, jamais dans le cas des réactions cataboliques. Ça, c'est les différentes classes d'enzymes en fonction de la classification officielle. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à une explication très brève concernant le mode de fonctionnement des enzymes.
Bon, l'enzyme, elle se lie au substrat par deux mécanismes. On a ce qu'on appelle le modèle clé-serrure et un autre modèle qu'on va voir juste après. C'est quoi le modèle clé-serrure? Donc, le modèle clé-serrure, il repose sur un ajustement moléculaire, c'est-à-dire, vous voyez ici le substrat, et ça c'est l'enzyme. Vous voyez ici clé-serrure, c'est comme le cas d'une clé. Chaque clé, elle ouvre une serrure qui correspond bien sûr à la structure de la clé. C'est le même principe ici. Le substrat, il a la même morphologie que le site actif de l'enzyme. Donc ici, on a une complémentarité entre le substrat et l'enzyme. Donc le substrat, il va se lier au site actif de l'enzyme pour former ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Pour catalyser la réaction, par la suite, on aura à la fin l'enzyme à nouveau fonctionnelle, parce que j'ai expliqué précédemment qu'à la fin de la réaction catalytique, l'enzyme restera intacte. Et on a recours à notre produit ici, la libération du produit. Donc, le substrat va se lier à l'enzyme parce qu'il y a une complémentarité structurale entre le substrat et le site actif de l'enzyme. Suite à la formation du complexe enzyme-substrat, on aura la production de notre produit et enfin la libération du produit, le produit final bien sûr, et notre enzyme qui va regagner sa forme initiale pour catalyser une autre réaction. Ça, c'est le modèle clé-serrure. Je répète, il repose sur une complémentarité, une complémentarité entre le substrat et l'enzyme. Quand je dis l'enzyme, je parle principalement ici du site actif. D'accord? On parle ici d'un ajustement parfait. Ajustement parfait. Vous voyez ici un cercle, cercle, rectangle, rectangle. C'est un ajustement parfait. Tandis que le deuxième modèle, celui de l'ajustement induit, ici on n'a pas un ajustement parfait, mais un ajustement induit. C'est-à-dire que, vous voyez ici le substrat, le site actif de notre enzyme ici, représenté en gris, il ne correspond pas. Donc, il y a un certain changement en morphologie, en structure. Et par conséquent, lorsque le substrat, il reconnaît l'enzyme, qu'est-ce qu'il va faire? L'enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, le site actif, il va changer de conformation spatiale. Donc, le modèle d'ajustement induit, il implique un changement de conformation de l'enzyme. C'est-à-dire, en d'autres termes, un changement de structure, de morphologie, pour qu'il correspond à la structure de notre substrat. Donc, l'enzyme, elle va changer de conformation spatiale, elle va changer de structure pour permettre la fixation de substrat sur le site actif. Vous voyez ici, elle a changé de conformation spatiale pour permettre la fixation de substrat. Ici, on a formé le complexe enzyme-substrat. Bien sûr, la catalyse enzymatique aura lieu ici pour former le produit. Il est représenté ici en d'autres couleurs. Par la suite, la dernière étape, c'est le détachement. Le détachement pour libérer le produit. Et bien sûr, l'enzyme, vous voyez ici, elle a regagné son aspect initial. Pour quelle raison? Pour permettre de reconnaître un nouveau substrat. On appelle ça le modèle d'ajustement induit. Donc, l'enzyme, elle peut reconnaître le substrat, soit suite à un modèle clé-serrure qui repose sur un ajustement parfait, une reconnaissance parfaite, ou bien suite à un ajustement induit, c'est-à-dire induit, c'est par induction. C'est-à-dire que le site actif, il va changer de conformation spatiale une fois il est en contact avec le substrat. D'accord? Une fois en contact avec le substrat, il va changer de conformation spatiale, il va changer de structure pour permettre la liaison de substrat sur le site actif, pour former le complexe,
pour catalyser le substrat en produit. Et à la fin, suite à la libération de notre produit, l'enzyme va regagner sa forme initiale. D'accord? Donc, c'est les deux modèles qu'on peut rencontrer dans la nature. Bon, c'est ainsi que s'achève notre cours pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poster sur notre classe Google Classroom, d'accord? Et je vais vous répondre. Sinon, lors de notre séance live, je vais répondre aux différentes questions. Donc, bon courage.